Mesdames, messieurs, on continue donc notre périple sur les contrats, à savoir, on a vu en fait les quatre grands principes qui vont régir la vie des contrats. Alors maintenant, en fait, on va clairement se poser les questions de la validité. Donc là, en fait, on a trois types, donc tout ce qui va porter en fait d'une part sur le consentement, de l'autre sur la capacité de contracter, et de l'autre sur la nature des obligations, son caractère déterminé ou déterminable. Alors, première chose, la validité du consentement. Donc, la validité est logique dans le sens où le contrat est la rencontre entre deux volontés. Donc, ces deux volontés doivent être pures. Alors, pour ça, en fait, on a trois vices du consentement qui sont l'erreur, le dol et la violence, avec chacun, en fait, leurs différents objectifs. Alors, simplement, en fait, ils vont pas jouer sur les mêmes choses. D'un côté, en fait, on va avoir la volonté de contracter, de l'autre, les caractéristiques de l'objet du contrat, à savoir, dans le cas de la violence, la personne sait exactement à quoi elle s'engage, mais la violence fait que elle va le faire alors qu'elle n'aurait pas souscrit le contrat. Dans l'autre, on va être sur les caractéristiques de l'objet, à savoir, il y a une erreur sur la chose, ou de la même façon, en fait, le dol, lui, ça va être on a poussé quelqu'un à commettre une erreur. Donc on va démarrer en fait là-dessus. Donc tout d'abord la violence, en fait, la violence s'exprime par une contrainte de toute nature, qu'elle soit psychologique, physique, morale, etc. Donc, et cette contrainte va être exercée sur la personne, sa famille ou sa fortune. Exemple, par exemple, une femme en fait qui est sous l'emprise psychologique de son compagnon, donc ils ne sont pas mariés. Le compagnon va exercer en fait une contrainte, alors morale ou psychologique ou physique, dans le cas des violences conjugales, pour obtenir en fait un accord de cautionnement d'un prêt qu'il a négocié pour son bénéfice à la banque. Là, en fait, il y a bien contrainte, et à ce moment-là, en fait, la personne sait exactement ce qu'elle faisait, mais elle ne l'aurait pas souscrit ce contrat sans cette violence. Donc, au niveau de la violence, il n'y a pas d'erreur. On sait ce qu'on fait. Simplement, en fait, la violence fait que on va donner son consentement alors qu'on ne l'aurait pas donné. Donc la violence, il n'y a pas d'erreur. Alors, tandis que dans le cas de l'erreur et le dol, là, en fait, on a bien une erreur sur la nature des obligations, la nature de l'engagement. Alors, les conditions de l'erreur en tant que telle, donc là, quand on parle d'erreur, c'est la partie du contrat qui, tout d'un coup, en fait, a apporté un mauvais jugement sur les qualités de la chose. Donc, les conditions sont les suivantes. Donc, l'erreur porte sur la substance. Donc, c'est-à-dire en fait sur un élément essentiel du contrat, elle doit avoir été déterminante du consentement et être excusable. Pour faire simple, donc ici en fait vous louez un appartement, tac, alors vous aviez cru que le chauffage était au gaz, c'est un chauffage électrique, c'est une erreur. Est-ce qu'elle est substantielle? Non. C'est ça le truc, à savoir en fait, vous n'avez pas loué cet appartement pour son chauffage. Par contre, l'erreur pourrait porter sur le calme, à savoir si un appartement qui est au-dessus, par exemple, d'un bar, vous pensiez qu'il était bien isolé ou que vous en auriez une jouissance paisible, les nuisances sonores ou de voisinage sont fortes, et là, par contre, ça touche bien à la substance même du contrat qui est de vous permettre d'avoir une jouissance paisible des lieux. Alors, le dol, lui, en fait, va plutôt se traduire par, on va dire, une manipulation finalement de la personne. C'est-à-dire, on va avoir trois cas particuliers, la manœuvre, le mensonge, le silence. Donc là, en fait, dans le cas de la manœuvre, c'est toujours, si on garde en fait le côté location ou achat d'appartement, l'appartement est toujours situé au-dessus d'un bar. Simplement, la manœuvre là consisterait à le faire visiter uniquement lorsque le bar est fermé ou à demander en fait au bar de baisser la musique pendant les heures de visite. Le mensonge, lui, porterait plutôt sur le fait de est-ce que le bar est bruyant? Non. Ou le fait de dire est-ce qu'il y a par exemple des travaux qui sont prévus dans la copropriété? Non. Et après, on a la réticence dolosive qui passe par le silence. Donc là, en fait, on va ne pas informer la partie d'un élément important. Exemple, vous achetez une maison à la campagne pour profiter du calme, etc. Le fait de ne pas vous dire
qu'il va y avoir en fait une voie ferrée TGV au bout du jardin ou la construction d'une rocade dans un an, alors que vous le savez, relève de la réticence dolosive. Dans tous les cas, en fait, on va soit dissimuler, cacher une information en fait, qui, si elle avait été à la connaissance de l'autre partie, aurait fait qu'il n'aurait pas donné son consentement. Donc, c'est-à-dire, en fait, le dol, c'est ce qu'on va plutôt assimiler à de la malhonnêteté, de l'escroquerie, etc. Pour faire simple. Donc, il y a là toujours la question des bruits de voisinage, notamment en matière immobilière, pour ceux qui ont des projets dans l'immobilier. Donc, la sanction des vices du consentement, que ce soit l'erreur, la violence ou le dol, c'est la nullité. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé. Alors pour éviter en fait le cas d'erreur, on a en fait différents mécanismes de protection du consommateur. Donc par exemple dans le cas des achats en ligne, le e-commerce en fait il y a un droit de rétractation de 14 jours qui court à partir du moment de la réception du bien. Alors pourquoi en fait on a ce droit de rétractation? Parce que comme c'était un achat en ligne, on n'a pas pu en fait voir, tester le produit, s'assurer des caractéristiques essentielles. Donc ce qui fait qu'on a un risque d'erreur qui est fort. Par contre, la protection, là, vient du fait qu'il n'y a pas de motif. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prouver que l'erreur porte sur un caractère substantiel. Alors, toujours en fait, pour s'assurer de la prévention de l'erreur, on a également la question du double clic. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous achetez en ligne, vous allez en fait sélectionner les articles, tac, premier clic, et ensuite, on va obligatoirement vous présenter votre panier, où vous pouvez en fait modifier les quantités, les tailles, les machins, avant de valider, deuxième clic, l'achat qui vous amène au paiement. Et tout en sachant que derrière, pour les achats en B2C, c'est-à-dire de professionnel à consommateur, on va avoir un devoir d'information renforcé sur le professionnel qui va devoir prouver par ailleurs en fait qu'il vous a correctement informé. D'où le fait que vous signez les conditions générales de vente, que vous deviez par exemple cliquer sur la petite icône j'ai bien lu les conditions générales de vente. Ceci prouve derrière le respect de ce devoir d'information renforcé. Donc, nous avons vu, première condition, un consentement libre et éclairé. Deuxième, la capacité juridique. Alors, à titre de rappel, vous l'avez vu l'année dernière, la capacité juridique est l'aptitude à exercer ses droits et obligations. Donc ça veut dire en fait la capacité à contracter. Alors, en sont exclus mécaniquement les mineurs, c'est-à-dire les enfants, les moins de 18 ans, ceux qui ont 16 ans. Et alors, les personnes qui ont 16 ans et qui sont émancipées, elles, par contre, ont la capacité juridique. Alors, se pose la question plus particulièrement au niveau des personnes morales. Donc, qui peut engager une personne morale? Uniquement les représentants légaux, c'est-à-dire le gérant, le président directeur général, ou ceux qui ont eu derrière une délégation de pouvoir. Donc ça veut dire en fait que si vous êtes stagiaire dans une entreprise, vous ne pourrez pas conclure de contrat engageant cette entreprise. C'est-à-dire même si vous signez un contrat, celui-ci sera réputé comme étant nul et non avenu. Pourquoi? Parce que là aussi, en cas d'incapacité, la sanction, c'est la nullité du contrat. Dernier point, et pas le moindre, un contenu certain et licite. Alors, le contenu licite, c'est simple, l'objet de la transaction doit être autorisé par la loi. Donc ça veut dire en fait, c'est exclut tous les contrats d'approvisionnement en drogue, c'est en armes, ça veut dire également en fait tout ce qui est la gestation pour autrui, l'exploitation du corps humain. Vous ne pouvez pas vendre le rein de vos enfants comme vous ne pouvez pas vendre vos enfants, c'est interdit, le contrat n'est pas valable, il n'est pas licite. Alors, plus subtil le caractère certain. En fait, le contrat doit avoir une prestation qui est déterminée, par exemple un téléphone à un prix déterminé ou déterminable. Alors là, en fait, la question du déterminable va se poser notamment pour les contrats à exécution successive, comme par exemple un contrat de bail ou un contrat de travail. Donc là, en fait, il va falloir s'assurer de deux éléments, en fait, la chose et le prix. Alors,
Là, en fait, derrière la chose, c'est l'obligation d'elle-même, et le prix, en fait, derrière, doit être déterminable. C'est à défaut d'être déterminé. Ça veut dire, en fait, concrètement, pour un garagiste, il va vous indiquer, en fait, le prix de la pièce, le tarif horaire de son salarié, donc 55 euros de l'heure, et le temps nécessaire au remplacement de la pièce, 40 minutes, et à partir de là, en fait, on va pouvoir déterminer le prix. Se posera également la question en cas de renouvellement. Donc là, alors sur le contrat d'habitation, par exemple, le prix va être révisé chaque année. Par contre, cette révision du prix va être établie par rapport à un indice, en dehors de la volonté des parties. L'idée, en fait, c'est que ce caractère déterminable par un élément extérieur la renvoie aussi à l'autonomie de la volonté des parties, à savoir le contrat fait force de loi, donc le prix pour être modifié ne peut pas être modifié de manière unilatérale par l'une des parties. Cette modification n'aura lieu que par l'application d'un indicateur qui a été déterminé librement par les parties du contrat. Donc là, vous suivez bien. Donc en conclusion, un contrat sera considéré comme valide si le consentement est libre et éclairé, à savoir pas de violence, pas de dol, pas d'erreur sur une condition substantielle. De la même façon, en fait, il faut que le contrat ait été passé par une personne qui a la capacité juridique, à savoir majeur ou mineur émancipé ou représentant légal d'une personne morale ou bénéficiant en fait d'un pouvoir. Et bien évidemment, troisième condition, l'objet du contrat doit être licite, légal et certain. Donc ce caractère certain veut dire que la chose qui fait l'objet du contrat, la vente par exemple, ou le prix, doit être déterminé ou déterminable à partir d'éléments qui sont indépendants de la volonté des parties. Si une de ces conditions n'est pas remplie, le contrat est déclaré nul. Ok?